Alors le produit phare, effectivement, c'est l'outil d'estimation qu'on trouve sur le site de Meilleures Agences. À partir d'une adresse, on va décrire son logement. C'est un appartement, c'est une maison, le nombre de pièces, la surface, etc. Donc il y a une quinzaine, vingtaine de caractéristiques qu'on remplit. Ça prend 30-45 secondes. Et à la fin, on va donner une estimation. C'est-à-dire que par rapport à un marché financier que tu vas vouloir modéliser, tu achètes une action totale à un moment donné, 5 ans plus tard, tu la revends. C'est la même action totale, elle n'a pas bougé. Le bien immobilier, il a évolué. Soit on l'a amélioré, parce qu'on a fait des différents travaux, etc. Soit on l'a détérioré, parce qu'on n'en a pas pris soin, etc. Vu que c'était une des hypothèses fortes du rachat, de se dire qu'on était capable d'étendre ce qu'on faisait en France dans d'autres pays, il a fallu essayer de s'en assurer, ce qui était très dur parce que en fait, on n'avait aucune idée de savoir si on pouvait y arriver. Aujourd'hui, je reçois Thomas, qui est VP Data and Science chez Meilleurs Agents. Il va nous parler de son parcours, de ses projets, mais surtout d'un de ses plus gros challenges de ces dernières années, à savoir l'internationalisation de l'équipe et des projets data suite à un rachat. Hello Thomas, ça va ? Salut Robin, ça va super, merci. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Meilleurs Agents dans un premier temps et sur Aviv également, qui est du coup le nouveau nom du groupe global. Très bien. Déjà, merci de me recevoir. Je suis ravi aussi d'être là. Meilleures Agences, c'est une plateforme immobilière qui vise à diffuser de l'information sur le marché de l'immobilier aux Français. L'idée, c'est qu'on vient sur Meilleurs Agents pour s'informer sur le marché de l'immobilier avec une première question en tête, c'est ça vaut combien ? Quel est le prix de mon appartement ? Quel est le prix de ma maison ? Et on essaye d'y répondre avec des questions, en tout cas avec des outils data qui, on espère, sont précis. Le principe et le business de Meilleurs Agents, c'est vraiment de mettre en relation des particuliers qui ont un projet immobilier avec des agences. Les agences sont nos clientes qui payent pour être visibles sur le site web de Meilleurs Agents et afin qu'on les mette en relation avec des porteurs de projets immobiliers. Et elles acceptent de faire ça parce qu'en France, on est considéré comme le site leader de l'information immobilière en ligne. Et donc, effectivement, les Français arrivent sur notre site pour rechercher de l'info, les tendances, les prix, combien vaut mon logement, et ensuite on le redirige vers les meilleures agences immobilières pour réaliser leurs projets. Voilà, c'est ça le business de l'entreprise. Notamment pour vendre son appartement. Et peut-être juste pour qu'on se rende compte de l'échelle, donc tu as dit effectivement que vous étiez le leader sur ce credo. Je sais pas s'il y a quelques chiffres que tu peux partager, que ce soit en nombre de clients, en chiffre d'affaires, en visite peut-être, je sais pas. Aujourd'hui, déjà Meilleures Agences, c'est un peu plus de 400 collaborateurs, avec des publics à la fois produits tech, data, mais aussi beaucoup sales, voilà, parce que il faut être en contact avec nos agences immobilières pour leur vendre nos différents produits. On est du coup maintenant aussi intégré, tu l'as dit en introduction, on a été racheté en fait il y a 3 ans maintenant par le groupe Axel Springer, qui est un groupe de médias allemand, qui a différentes branches, et dont une branche, on va dire, immobilière, qui s'appelle Aviv. Et au sein donc d'Aviv, il y a plusieurs boîtes, on va dire, digitales immobilières, dont en France Se Loger, d'autres boîtes de petites annonces immobilières aussi en Allemagne et en Belgique, qui sont les Se Loger, en fait, locaux. Et l'ambition, en fait, d'Aviv, c'est de construire le leader européen de l'immobilier digital. Et donc le rachat de Meilleurs Agents, il y a 3 ans, a été motivé par ça, qui a été comment est-ce qu'on arrive à couvrir l'ensemble de la transaction immobilière, qui couvrait très bien historiquement avec les business de petites annonces la partie achat, et avec Meilleurs Agents maintenant, c'est la partie vente, et comment est-ce que du coup on étend ce qu'on faisait en France avec Meilleurs Agents à l'international. Et donc en France, on a déjà en termes de nombre de collaborateurs, c'est maintenant un groupe de 2000 personnes dans différents pays européens. Principalement en France, Allemagne et Belgique. Et en termes de nombre de clients, alors j'ai surtout le nombre en France, il y a plus de 20 000, presque 20 000 agents immobiliers qui sont clients de Se Loger, alors peut-être un peu moins, et Meilleurs Agents, on est de l'ordre de 12-13 000 agences immobilières qui sont clientes aussi. Voilà. Ok. Ouais, donc vous êtes plus une petite start-up, quoi. J'ai connu l'époque start-up, effectivement, parce que j'ai commencé il y a 13 ans maintenant dans la boîte. J'ai eu la chance de grandir en fait avec la boîte, avec Meilleurs Agents. Et quand je suis arrivé, on était une vingtaine. Voilà, et donc j'ai connu différentes étapes de la croissance, de la start-up à la scale-up, et aujourd'hui effectivement au groupe international avec des ambitions aussi internationales. Donc ça c'est assez cool. Ouais. Justement, j'allais parler un petit peu de ton parcours. Comment tu t'es retrouvé VP Data and Science de ton côté ? Par hasard. Plus sérieusement, quand j'ai fini mes études, je voulais faire j'avais en tête le doctorat, mais je voulais pas faire un doctorat très académique, je voulais faire un doctorat CIFRE, de Convention industrielle de formation par la recherche. Et donc c'est un doctorant qui est dans une entreprise et qui travaille, donc qui fait une thèse,
mais qui travaillent sur des sujets, des axes de développement de la société. Donc c'est un système qui est financé par l'État en partie. L'entreprise qui accueille un doctorant reçoit des subventions. L'université qui accepte ce type de deal reçoit des subventions de la part de l'entreprise, et le doctorant, c'est tout bénef pour lui parce qu'on ne travaille pas sur des sujets de recherche obscurs, on travaille sur des sujets de recherche appliqués. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais faire. Et je suis tombé par chance en fait sur Meilleurs Agents. J'ai envoyé un mail obscur à un moment donné sur une boîte mail, Meilleurs Agents et recrutement. Je pensais qu'on allait jamais me recruter, jamais me répondre de toute manière. Et voilà, je me retrouve à rencontrer le fondateur, Sébastien, ses associés. Voilà, et ça m'a tout de suite plu. Et il y avait ce côté de apporter de la transparence au marché de l'immobilier qui m'a plu. Et voilà, et donc on a fait l'aventure ensemble. J'ai fait ma thèse avec Meilleurs Agents. Une fois que j'ai fini ma thèse, on m'a proposé le job de directeur scientifique de l'équipe, alors qu'il était très petite à l'époque. Il y avait quelques personnes, voilà, et j'ai connu différentes phases de croissance de la boîte où la data, vu que c'est quand même un peu le produit, et je pense qu'on va en parler ensemble après, l'équipe data a progressivement grossi et on a poursuivi l'aventure avec Aviv, parce que quand Axel Springer a racheté Meilleurs Agents, il y avait une partie du rachat, c'était aussi le savoir-faire sur la partie data. Donc j'ai eu cette chance-là aussi qui m'a été proposée avec le groupe de continuer à faire mon job, de apporter de l'information sur le marché du logement, mais du coup dans d'autres pays. Voilà, et donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ça va faire le lien parfaitement avec la question suivante. Effectivement, lorsqu'on s'était appelé pour préparer cet épisode, tu m'avais parlé un peu de cette spécificité chez Meilleurs Agents qui était d'avoir beaucoup investi et très tôt dans la recherche. Et donc, ça fait le lien avec ce que tu dis, vu qu'en fait, très très tôt, parce que je suppose que à ce moment-là, comme tu disais, l'équipe était encore petite, mais même l'équipe globale de Meilleurs Agents était sûrement pas encore énorme. Et déjà, il y avait un peu un institut interne de recherche, et donc avec pour ambition de recruter des doctorants, de travailler sur des sujets de pointe de data science, etc. Tu peux nous parler un peu d'un ou plusieurs projets qui illustrent ce que vous faites en data chez Meilleurs Agents, pour qu'on voit un peu aussi pourquoi il y avait besoin justement d'investir autant dans la recherche. J'étais pas le premier à être arrivé en fait. Dans l'histoire de Meilleurs Agents, en fait, se fonde aussi sur la rencontre entre les fondateurs associés, Sébastien notamment, qui était le président pendant toutes ces années, avec un chercheur à Dauphine qui a travaillé sur la finance de l'immobilier, qui est devenu mon directeur de thèse, Arnaud Simon, qui m'a formé aussi sur ces sujets de modélisation du marché de l'immobilier, sur la donnée immobilière, sur la finance et l'économie de l'immobilier. Parce que Sébastien revenait des États-Unis, et il y a une dimension de la recherche aux États-Unis qui est différente en France. Et ce qu'on faisait sur on va dire la modélisation du marché de l'immobilier, c'était peu par rapport à ce qui pouvait se passer aux États-Unis. Donc il y avait vraiment une volonté très forte de la part des fondateurs et de Meilleurs Agents d'investir dans la recherche pour créer de l'information. Parce que on est sur un contexte qui est très particulier. Si on se met 15 ans en arrière, la seule information qu'on trouvait sur le marché de l'immobilier, c'était l'information qui était diffusée par les notaires, qui pouvaient avoir presque 6 à 9 mois de retard par rapport à l'évolution des prix. On avait des prix moyens qui étaient donnés par quartier dans les grandes villes de France comme Paris, mais sinon c'était un prix moyen sur les villes. La donnée du logement est tellement importante, en fait, l'information sur le logement est tellement importante dans la vie des gens. L'immobilier, c'est 65% du patrimoine des ménages français. C'est un sujet un peu actualité sur la retraite. On achète de l'immobilier pour préparer sa retraite. Et face à l'enjeu majeur du logement, il y avait très peu de sources d'informations qui étaient très fiables ou alors c'est pas fiable le bon mot, c'est plutôt très précises, qui répondent en fait aux besoins des gens. Et donc c'est ça la nature de la création de Meilleurs Agents, c'est de mobiliser la donnée, la data, la valoriser correctement avec des algorithmes les plus précis possibles, pas raconter n'importe quoi sur le marché, parce qu'il y avait ça aussi, on pouvait raconter n'importe quoi sur le marché, parce que c'était pas forcément très bon pour le business. Comment est-ce que du coup on contribue à la transparence du marché, parce que faire en sorte que les vendeurs, les acheteurs sont plus informés, ça fera un marché qui est plus sain. C'est ça la contribution globale. Donc ça passe par la recherche, ça passe par la valorisation de la recherche, et effectivement, moi j'ai poursuivi un peu ce schéma-là parce que j'en suis convaincu. Via la recherche, via les différentes thèses qu'on peut financer, on s'attaque à plein de problématiques du marché du logement et on sait valoriser ça au sein de la boîte. Et ça, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, dans l'équipe, donc l'équipe Data Science, c'est 45 personnes. Il y a 4 départements, et le département, on va dire sciences et éco, on a une quinzaine de personnes. La moitié sont soit doctorants, soit déjà docteurs. Et ça, ça apporte une valeur qui est incroyable. On a vraiment des experts et docteurs en économie, finance de l'immobilier, en maths, voilà, avec cette dimension de logement.
qui nous permet du coup d'avoir vraiment des experts de leur domaine. Tu peux nous parler un peu du produit phare que vous avez construit sur cette base? Je sais que tu m'avais parlé notamment de la carte. Je pense que tout le monde a en tête, mais là, se le matérialise peut-être pas. Tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça fonctionne? Alors le produit phare, effectivement, c'est l'outil d'estimation de manière générale. C'est qu'on trouve sur le site de Meilleures Agences. C'est à partir d'une adresse, on va décrire son logement. C'est un appartement, c'est une maison, le nombre de pièces, la surface, etc. Donc il y a une quinzaine, vingtaine de caractéristiques qu'on remplit. Ça prend 30-45 secondes. Et à la fin, on va donner une estimation. Voilà, c'est ça le produit phare de Meilleures Agences, c'est ce pourquoi les gens viennent sur le site et la manière dont ça fonctionne. Donc, mon équipe travaille sur l'amélioration sans cesse de cet outil, cet algorithme pour qu'il soit le plus à jour possible. On l'actualise tous les mois, etc. Voilà. Et adossé à ça, il y a plusieurs autres produits data qui sont sur le site, dont la carte des prix, où voilà, dans les grandes villes de France, on va être capable d'expliciter un prix précis immeuble par immeuble. Voilà, pour ton adresse précise ici, on va dessiner ton immeuble sur la carte et on va lui associer une couleur qui correspond à notre estimation du prix au sein de cet immeuble, au sein de la copropriété. Voilà, et ça, on le fait via différents, encore une fois, modèles d'analyse spatiale qui nous permettent donc de faire ça. Et la troisième dimension du produit, c'est nos indices. Ça peut paraître très bête, mais en 2023, connaître l'évolution des prix à Bordeaux, la comparer à Saint-Étienne ou à Nice, en fait, tu n'as pas d'open data, tu n'as pas d'indices officiels qui sont utilisés par les pouvoirs publics. L'INSEE ne fait pas ça. L'INSEE va produire des indices d'évolution de prix, mais uniquement pour Paris et quelques grandes agglomérations françaises. Un indice français, évidemment, mais ça rentre pas dans le détail, évidemment, de l'hétérogénéité du marché de l'immobilier. Et c'est ça qu'on essaie d'expliciter le plus via tous nos outils. Donc, une carte des prix ultra précise, des indices qui relatent de l'évolution des prix et un outil d'estimation qui permet d'estimer ton logement à la fois en termes de prix et de loyer. Mais c'est super intéressant parce qu'effectivement, ça rejoint ce que tu sais juste avant. Je pense que maintenant, on a tellement d'outils data autour de nous, de produits qui sont qui utilisent la donnée, qu'on a peut-être tendance à l'oublier. Mais comme tu le disais, si on se remet 10-15 ans en arrière, t'avais juste des informations qui étaient publiées par des instituts, mais sur un format presque papier ou sur un site internet statique, et t'avais pas du tout ce niveau d'interaction et ce niveau d'accès à la donnée avec ce niveau de précision. Et là maintenant, c'est vraiment une carte un peu comme, parce que j'étais allé faire un tour quand tu m'en avais parlé, un peu comme Google Maps, quoi. Tu te balades et tu peux cliquer sur un immeuble et là t'as toutes les données qui peuvent être utiles, que tu sois un vendeur ou un acheteur. Donc c'est vachement intéressant, et puis on voit clairement à quel point la donnée est cœur dans le produit. Et si on rentre maintenant un tout petit peu plus justement dans la solution, alors en vulgarisant un peu, parce que on n'a pas que des doctorants dans l'audience, et d'ailleurs moi j'en suis pas un, mais est-ce que peut-être tu peux essayer de nous expliquer un petit peu plus, je sais pas si c'est le flot de données un petit peu, pour qu'on se rende compte de la complexité ou de comment ça fonctionne un peu plus dans les grandes lignes. Je sais pas, quelles sont les sources de données que vous allez chercher, comment elles sont entre guillemets stockées et manipulées de votre côté, un peu je sais pas si tu as une manière un peu de nous vulgariser ça. Si, peut-être déjà sur le problème, parce que expliciter le problème du prix de l'immobilier. On est en fait un contexte qui est assez particulier, parce que on est dans un contexte d'information rare, et c'est pas un défaut d'accès à telle ou telle base de données, parce que des données on en a plein et on va en parler. C'est un défaut en fait de représentativité. Est-ce que tu sais, Robin, combien est-ce qu'il y a de transactions sur le marché de l'immobilier en France par an? Non. C'est environ, on est sur un niveau moyen d'1 million. Est-ce que tu sais combien il y a de logements en France? Non. C'est un market sizing, on pourrait faire l'exercice. Je préfère que tu me donnes la réponse. C'est 35 millions d'unités d'habitation en France. Donc en fait, c'est-à-dire que on va observer, avec différentes bases, etc., on va réussir à approcher ce million de transactions, avec plus ou moins de retard, etc., mais peu importe, on a accès, on connaît presque l'exhaustivité des ventes en France. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on observe chaque année 1 million de données. Avec ces 1 million de données, je dois être capable de mettre un prix sur les 35 millions de logements français. Et de le faire ça tous les mois, parce que c'est ça notre promesse, c'est d'updater tous les mois en fonction des tendances de marché. L'immobilier, ça évolue, on va dire déjà tous les mois, c'est déjà une sacrée innovation de le faire. Donc ça, c'est la première difficulté, des données qui sont rares, mais structurellement, parce que en fait, il n'y a pas beaucoup de transactions par rapport au stock de logements. Et la deuxième chose, c'est la représentativité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux logements qui se ressemblent. Et ça, c'est hyper dur. C'est-à-dire que par rapport à un marché financier que tu vas vouloir modéliser, t'achètes une action totale à un moment donné, 5 ans plus tard, tu la revends, c'est la même action totale, elle n'a pas bougé. Le bien immobilier, il a évolué. Soit on l'a amélioré, parce qu'on a fait des différents travaux, etc. Soit on l'a détérioré, parce qu'on n'en a pas pris soin, etc. Et ça bouge au cours du temps. Et surtout, mes points de référence, qui sont les transactions des biens les plus comparables qui sont à côté, il n'y a pas deux biens qui se ressemblent. Donc comment est-ce qu'on fait pour traiter cette complexité? Et c'est là où l'open data
en fait, résout une partie de la question. J'ai la chance d'être dans cette industrie depuis de nombreuses années maintenant. Au début de la création de Meilleurs Agents, c'était en fait, Meilleurs Agents existent parce que la donnée n'est pas publique. Alors l'open data a été réglé sur le marché de l'immobilier il y a 5 ans maintenant par Bercy, qui a mis en ligne une base qui s'appelle DVF, demande de valeur foncière. Alors avec un peu de retard, mais on a l'exhaustivité des transactions. Force est de constater que 5 ans plus tard, on est toujours là, voire même plus fort, avec l'utilisation de cette donnée. Parce que quand on met le nez en fait dans cette donnée, cette complexité de la donnée brute, elle saute aux yeux. C'est-à-dire que tu veux estimer ton propre logement, ok, tu dis bon je vais regarder dans DVF les données qui peuvent ressembler et en fait je vais avoir accès à effectivement à tout ce qui a été vendu. Ah super, je sais que mon voisin a vendu tel prix, mais pourquoi il a vendu tel prix? C'est quoi l'histoire derrière cette transaction? C'est quoi l'histoire? Pourquoi en fait j'ai ce prix-là à la fin? Et en quoi en fait ce prix-là va m'aider à estimer mon propre bien? Et c'est là où du coup nous on intervient avec nos algos et nos modèles et notre modélisation, notre savoir-faire, c'est de récupérer en fait l'ensemble des signaux qui sont sur le marché de l'immobilier pour l'adapter à un contexte très particulier qui est l'estimation de ton appartement à toi. Voilà, donc ça c'est un peu, on va dire, le contexte dans lequel on évolue. Ouais, on voit clairement le challenge et donc ça va passer par forcément de l'extrapolation à certains endroits parce que un bien, comme tu dis, qui est unique, qui n'a peut-être pas été vendu sur les 30 dernières années, pour être capable d'identifier son prix, tu es obligé de poser des hypothèses probabilistiques, etc. etc. Exactement. Et on est sur un sujet qui est fondamental pour les gens. On parle de leur patrimoine. Et donc, on n'a pas le droit de se tromper. On a un rôle aussi social très fort, à la fois pour conseiller les vendeurs, les acheteurs. On a aussi beaucoup de professionnels, en fait, de plus en plus, qui utilisent nos sites. Des banquiers. Aujourd'hui, on est sur un marché d'immobilier qui est quand même baissier. Des banquiers qui sont plus en risque qu'il y a quelques années. Donc, on n'a pas le droit de se tromper parce que si on se trompe, derrière, si on donne une mauvaise estimation, il y aura des mauvaises décisions qui seront prises sur des sujets qui sont hyper importants pour les gens. En termes de stack technique, ça ressemble à une stack qu'on voit dans une entreprise, on va dire, où la data est pas forcément autant au cœur du produit, c'est-à-dire une stack analytics où on va exposer des données dans un tableau de bord, où il y a des spécificités. Alors, on a notre propre, on va dire, stack de l'équipe data sur laquelle, en fait, les data scientists, doctorants, etc. vont jouer dans leur jardin avec l'accès aux données sur lesquelles, en fait, donc ils sont sur Jupyter, ils testent leurs modèles, les hypothèses, etc. Et ensuite, une fois qu'on a des résultats qui sont convaincants, ils vont travailler main dans la main avec des data engineers qui, eux, vont être responsables d'industrialiser ces choses-là, donc de faire en sorte que ça soit automatique. Parce qu'on parlait de mise à jour, donc tous les mois, quand vous allez sur le site de Meilleurs Agents, le premier du mois, les données sont mises à jour. Donc les données de carte de prix, des indices, etc., l'outil d'estimation, tout ça est à jour. Donc là, vous pouvez estimer votre appartement au 1er avril 2023. Donc tout ça, ça nécessite quand même une certaine industrialisation sur laquelle en fait, c'est l'équipe de Youssef, de data engineer qui travaille là-dessus, main dans la main avec les data scientists pour reproduire en gros ce que les data scientists ont construit. Et eux, en fait, vont exposer les résultats en fait des différents algorithmes via des API. C'est comme ça qu'on communique avec le front, le back-end et le front des sites. C'est que nous on expose en fait les données via des API. Donc on a une collection d'API qui sont utiles pour construire le site web. Voilà. Et nous notre responsabilité s'arrête là. Et donc c'est une liste, on va dire, de données. Vous avez des SLA entre guillemets, des service level agreements qui vont être chaque mois. C'est à jour. Et puis je suppose que vous avez des tests pour vérifier que tout va bien, etc. Après c'est une autre équipe qui reprend la main en faisant des appels à ces API, et là c'est l'équipe, on va dire, qu'on appelle communément produit, mais qui s'organise après pour à quoi ça va ressembler sur le site. Ce qui se passe chez nous, en fait, ils s'en fichent. Okay. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est que les API, en gros, répondent à un cahier des charges, et donc nous, on s'assure que ce cahier des charges soit rempli, à la fois en termes de conditions techniques, mais aussi en conditions de données qu'on leur met à disposition pour construire le site derrière. Voilà, donc on a une collection de microservices, d'API, etc., qu'on expose à tout le groupe, sur lequel, en fait, les équipes produits et tech, s'appuie pour construire les différents outils. Super intéressant. Écoute, cette partie plus engineering pourra peut-être faire l'objet d'un prochain épisode, comme on se le disait juste avant. J'inviterai des gens plus spécialistes que moi et plus pertinents sur ça. Mais aujourd'hui, on va parler du coup de ton plus gros challenge de ces dernières années, dont on parlait un peu en introduction. Donc l'internationalisation de l'équipe et des projets data. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contexte autour de ce challenge, s'il te plaît? L'enjeu du rachat de Meilleurs Agents, il y en avait deux principaux. Il y avait le fait d'étendre le business historique Meilleurs Agents qui s'adressait donc plutôt aux vendeurs, aux agents immobiliers dans le groupe. Mais pour faire ça, on va dire la brique fondamentale, c'était la partie prix. Parce que la première question que les gens se posent quand on a un projet immobilier de vente notamment, c'est combien vaut mon logement? C'est ça le produit phare sur lequel en fait on répond. Et donc l'idée, c'était d'étendre ça en Allemagne et en Belgique, qui sont les deux gros pays un peu core business
pour le groupe. Donc ça a été l'enjeu là de ces 2 dernières années. Comment vous y êtes pris? Je sais que tu m'avais parlé notamment d'une première étape un peu de due deal. Peut-être on peut commencer par là et puis après on Ok, verra dessus. alors les étapes, effectivement déjà, vu que c'était une des hypothèses fortes du rachat, de se dire qu'on était capable d'étendre ce qu'on faisait en France dans d'autres pays, il a fallu essayer de s'en assurer, ce qui était très dur parce que en fait on n'avait aucune idée de savoir si on pouvait y arriver. Alors j'en étais convaincu, mais il y avait quand même une dimension critique qui changeait considérablement, c'est que j'avais pas la main sur les données. Et ça, c'est un contexte qui changeait réellement par rapport à avant. Pendant 10 ans, en fait, on était maître de notre donnée. Et là, on nous demandait notre avis sur notre capacité à s'exporter en se basant sur des données dont on n'était pas propriétaire, parce que c'était des données en Allemagne ou en Belgique qui appartenaient à quelqu'un d'autre, etc. Donc, il y avait cette incertitude-là qui était très forte. Et au bout d'un moment, je me souviens d'une discussion avec Nicolas, qui était le CTO de Meilleurs Agents à l'époque. Je lui dis, écoute Nico, de toute façon, on n'a pas le choix. On arrivera de façon à sortir un truc dans tous les cas, donc faisons ce qu'il faut et nous derrière on assurera avec l'équipe. J'ai foi en l'équipe et sa capacité de se débrouiller pour sortir un produit qui sera convenable à la fin, donc allons-y. Ça me fait penser à des projets data que je faisais pour des clients quand je travaillais encore chez Artefact et souvent il y a un moment donné où de toute façon, notamment quand c'est toi qui es manager sur le projet, c'est un peu ton rôle de finir par dire vous inquiétez pas, ça va le faire, j'y crois, alors que... Mais finalement, sur une équipe data, c'est ça. Et on est une équipe on appelle ça data maintenant pour être plus fancy, mais c'est des équipes de R&D. Donc, en fait, il y a une incertitude à gérer, une incertitude à manager. Et c'est notre rôle, en fait, en tant que manager, de banaliser cette incertitude et d'être capable, en fait, de lancer les équipes sur des sujets ou finalement de prendre des risques, parce que en termes d'innovation, on parle de risques pour sortir un projet qui va être ou un produit qui va être innovant. Mais c'est du risque qui est maîtrisé dans le sens où il faut que ça finisse en prod. Je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant pour des équipes. J'en parlais même ce matin dans un All-Hands du groupe. Il n'y a rien de plus frustrant pour les équipes de lancer des sujets qui vont pas en prod. Typiquement sur les équipes data, R&D, data science, etc. On peut passer 6-9 mois sur des sujets et finalement derrière le projet va pas répondre à des attentes de nos consommateurs ou va pas répondre à ce qu'attend l'équipe produit. Parce que c'est pas le bon moment, ou d'autres en fait parce que c'est trop perché, ou j'en sais rien. Donc en tant que manager, voilà, on a quand même ce rôle-là, à la fois évidemment de dire on y va, mais aussi de s'assurer que derrière ça va finir en prod, parce qu'il y a rien de pire pour les équipes de rater ça. Alors c'est marrant là-dessus, je pose 2 secondes parce que on en parlait, tu vois, avec David dans l'épisode avec Pernod Ricard qui est sorti ce matin. Je t'invite à écouter d'ailleurs, qui est vachement intéressant. Et justement, on parlait un petit peu de ce concept de data lab, tu vois, qui a été mis en place dans beaucoup de grands groupes, et où justement il y avait cet aspect frustrant parce que plein de cas d'usage mis en place dans le cadre de data lab souvent n'ont pas abouti parce que c'était le tout début pour les groupes, pour certains groupes, leur première tentative de mise en place de cas d'usage data, etc. Et moi je lui disais justement que j'avais l'impression que ça faisait un peu partie aussi du process d'innovation, notamment quand t'es pas mature. Alors c'est moins le cas pour vous parce que vous êtes quand même, vous êtes un pure player data finalement, donc c'est pas exactement le même contexte. Mais ce que je me demandais, c'est dans quelle mesure faut quand même garder une part de, ok, sur 10 initiatives qu'on lance sur un an, même si on a beaucoup moins, mais sur combien de cas on accepte que peut-être ça n'ira pas au bout et que ça fait partie d'un process d'innovation, et oui, on va jeter des lignes de code, etc., mais on aura appris plein de choses, et où aussi, du coup, je rejoins ce que tu disais avant, le manager a aussi ce rôle d'évangéliser les équipes là-dessus, de dire alors, il faut être orienté mise en prod, etc., parce qu'alors, on peut plus faire de la data juste, ou en revanche, on n'y pense même pas et on fait que de l'exploration, mais faut aussi accepter de garder une petite part de, parfois, c'est normal de jeter un projet à la poubelle. Ça veut pas dire qu'il fallait pas le faire, c'est juste qu'on a dû le faire pour s'en rendre compte, c'était quand même une bonne idée à la base, etc., tu vois, et de trouver un peu le juste milieu. Je sais pas vous, comment vous gérez ça Alors je te rassure, on jette toujours des projets, on se trompe quand même régulièrement. Non, mais plus sérieusement, tu t'as répondu à la question, ça dépend d'une question de contexte. Effectivement, les sujets de data lab, c'est hyper important, notamment dans un groupe qui commence à tester des choses sur la data, mais je pense que d'une certaine manière, il faut être très clair, du coup, sur ce qu'on attend des équipes. Et du coup, il faut être très clair dès le début en disant, en fait, on sait pas où on va. Et potentiellement, on se plante. Mais ça, on l'assume. Et je veux dire, aujourd'hui, on l'assume. Mais nous, on a une maturité quand même data qui est déjà plus importante. Et donc, on attend de nous, mine de rien, ma direction, la direction du groupe, attend de nous quand même des améliorations, des innovations, voilà, d'avoir des choses qui sortent, qui soient visibles, etc. Donc, en fait, c'est le bon arbitrage, et c'est une partie de mon travail, ok,
comment est-ce qu'on arrive à contribuer en fait avec les différents sujets sur des choses qui sont les objectifs en fait annuels du groupe, voilà, et sur lesquels en fait on avance, et qui nous permettent en fait d'avoir du crédit pour faire des sujets qui sont un peu plus innovants, avec moins de valeur ajoutée en fait aujourd'hui, mais qui correspondent plus à la vision qu'on se fait du marché de l'immobilier et de la data pour le groupe. Voilà. Et donc c'est cet arbitrage-là qu'on mène à chaque fois qu'on construit nos différentes roadmaps. Et pour le coup, c'est la confiance aussi finalement des dirigeants du groupe de laisser l'équipe finalement faire ces sujets-là, parce que et même moi les sujets qui viennent, là, je dis très innovants aujourd'hui, j'ai plus les compétences pour être capable d'identifier ces vraies initiatives parce que c'est des équipes qui sont sur le terrain. Mais j'ai plus vraiment ce rôle-là aujourd'hui, j'ai plus ces compétences-là, ils sont meilleurs que moi. Donc c'est ça l'enjeu. Voilà, comment est-ce que tu arbitres dans les différentes roadmaps. Je sais pas si j'ai répondu vraiment à ta question, mais super clair. Du coup, effectivement, on a un peu digressé, donc je reviens sur le sujet de l'internationalisation. On avait parlé de la due deal dans un premier temps, donc là, t'expliques il y a des doutes, mais on y va, on a la foi, etc. Il y a une deuxième étape dont on avait parlé également, qui était plutôt le scoping, que moi je vois un peu comme les éléments à mettre en place qui vont permettre de réduire le risque de choper plus d'informations. Tu parlais notamment de la donnée que tu ne maîtrisais pas. Et donc là-dessus, tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Quelques mois après le rachat de Meilleurs Agents, en fait, on se retrouve à partir à Hambourg, rencontrer l'équipe allemande, où là, l'enjeu, c'est il y a plusieurs enjeux. C'est vraiment comment est-ce que on arrive à collaborer ensemble pour lancer le business vendeur, historique Meilleurs Agents en Allemagne. Voilà, sachant que ils partaient pas de rien, ils avaient essayé des petites choses, etc. Donc il y avait plusieurs choses à gérer. Moi, d'un point de vue data, c'était évidemment d'essayer de mettre la main le plus rapidement possible sur les données pour me faire une idée en fait du scope. Donc je vais aller avec cet objectif-là. Et après, d'un point de vue un peu plus, il y avait pas que des sujets data autour de la table, hein, il y a des sujets produits, des sujets business, etc. Donc fallait gérer tout ça. Donc en fait, assez vite, on a réussi à monter un POC. Je suis pas reparti d'Hambourg avec les données, mais presque. Et dans ma valise, voilà. Planqué. On imagine le gars avec sa valise. En ayant soudoyé quelqu'un de l'IT local. Exactement, file-moi les données. Mais assez rapidement, on a réussi à convaincre sur le POC, mais en disant aussi que ça allait être rapide. C'est-à-dire qu'on s'est mis aussi en mode commando. Et ça, c'était des moments aussi assez sympas. On pouvait retrouver des ambiances un peu de start-up, de dire voilà, on se met en mode commando sur 3 mois. Et en 3 mois, on est capable de faire un POC et de se dire de sortir en fait les fondamentaux de notre plateforme data, qui sont donc les indices, la carte de prix, l'outil d'estimation. Et est-ce qu'on va être capable de construire des choses avec la qualité que l'on veut aussi, pour pas raconter n'importe quoi, qui est quand même notre signature. On s'est mis en mode commando avec une toute petite équipe, hein, ils étaient 4 à bosser sur le sujet, voilà, hyper orientés encore une fois sur le delivery, et avec cet objectif très simple qui est évaluez-moi les données qu'on nous a confiées. Est-ce qu'on est capable de construire une plateforme data qui réponde à nos guidelines en termes de précision et autres, etc. Voilà. Mais finalement, la seule manière d'en être sûr, c'est de le faire. C'était de le faire. C'est un truc que je dis souvent à certains de mes clients, pareil, quand j'étais encore chez Artefact, c'était parfois t'arrivais sur un projet et dans certains groupes, t'avais encore un petit peu les vestiges de la gestion de projet en cycle en V. Tu vois, donc c'est en mode, non, on va faire une grande étude pendant 6 mois ou parfois pendant 1 an avec un cahier des charges, tu vois, vraiment avec tous les moindres détails, ce qui était le système qui fonctionnait avant. Maintenant, t'as plutôt toute la méthodologie agile qui est arrivée, qui rejoint un petit peu aussi la méthode startup avec le concept de minimum viable product qu'on retrouve souvent et qui en fait le plus vite possible dessiner les contours d'une première version de la solution, la plus petite possible, mais suffisamment grande pour venir valider les hypothèses principales, qu'elles soient techniques, qu'elles soient d'usage, est-ce qu'il va y avoir l'adoption, qu'elles soient de data, vu quand on est dans le cas de la data, donc avec la qualité, etc. Et en fait, c'est vrai que souvent, il y a des boîtes qui ont plus peur de jeter du code à la poubelle que de jeter des slides ou des documentations, tu vois. Et moi, je disais souvent, mais en fait, non, vaut mieux jeter du code, parce que quand on jette du code, on a plus appris que quand on jette des documents. Et bref, ça me fait penser à ça. Ok, du coup, donc là, vous arrivez au bout de ces 3 mois, et je suppose là, il y a une grosse étape de validation pour savoir si on continue, quoi. Alors, c'était assez particulier parce que c'était pendant la crise sanitaire, donc on était en confinement, et donc la présentation du POC se fait tous en remote à la maison, entre français et allemand. Voilà, donc c'était quand même un gros meeting parce qu'il y avait une trentaine de personnes et dans lequel les équipes ont présenté ce qu'ils avaient réussi à faire en fait en 3 mois, et en disant c'était plutôt évidemment hyper positif parce que voilà, on y était arrivé. Enfin, on savait qu'on y arriverait, mais on a présenté quand même un produit presque fini quand même, hein. C'était ça aussi l'enjeu du commando, c'était de rendre la chose en fait le plus visuel possible, pour montrer, regardez. Donc on avait presque un mini site web
en carton, en papier mâché là qu'on avait fait. Donc c'est-à-dire on était allé même plus loin que l'utilisation juste de nos API. On avait fait, il y avait des petites interfaces pour montrer en fait, pour convaincre le groupe qu'on savait faire et que c'était bon et que voilà, leur achat était pas était pas déraisonné et qu'ils avaient pas fait une connerie et qu'on pourrait en fait activer la suite qui est donc la suite du business, etc. Ensuite on a eu le go, donc assez rapidement on a eu le go en disant bon go, on y va, on déroule. Donc là c'est passé plutôt dans les mains plus classiques équipes où on a industrialisé. Donc il y avait donc des enjeux aussi de récupérer la donnée en flux donc de l'Allemagne. Donc là vient toutes les questions d'engineering, d'architecture, voilà. Mais donc le premier sujet qui était l'accès aux données, parce que j'étais reparti avec Hambourg avec une valise, c'était pas les données, c'était pas le flux de données, voilà. Donc fallait quand même construire ça. Il y avait il y avait ces questions-là, et ensuite d'industrialisation et de mise à disposition des API pour qu'ensuite les équipes allemandes, ça qui changeait aussi beaucoup, parce que c'est pas les équipes meilleurs agents qui travaillaient sur ces sujets-là, utilisent ces API pour construire les produits tels qu'on les a aujourd'hui en Allemagne sur le site d'Imovelt. Et donc si on reste un peu donc sur ce challenge global de l'internationalisation que tu viens d'évoquer, où on voyait bien se dessiner un peu les 4 phases. J'aime bien mettre les choses dans des carrés, ça c'est mon côté consultant. Donc la due deal, le scoping, le proof of concept et l'industrialisation ensuite. Quelles ont été les plus grosses difficultés, tu dirais, que tu as rencontrées toi, ou vous avez rencontrées en tant qu'équipe au sein de ce challenge? La première chose, on l'a évoqué, c'est les données. C'est qu'on sait pas du tout où est-ce qu'on met les pieds. Et ça, il faut quand même le gérer. Et surtout, on n'est pas en maîtrise des données. Et ça, c'est vraiment quelque chose. C'est-à-dire que donc les données qu'on manipule, c'est des données soit de transactions immobilières, soit d'annonces. Enfin, on l'a dit au début, c'est voilà toutes les données qui m'envoient des signaux sur le marché de l'immobilier. C'est ça qu'on utilise. Là, la différence, c'est que j'ai quelqu'un qui m'envoie ces données-là. Je suis pas du tout, je sais pas comment c'est collecté, je sais pas comment c'est historisé. Voilà, donc toutes ces questions-là, en fait, il faut qu'on soit quand même à peu près en maîtrise pour adapter en fait nos différents algorithmes, nos différents modèles, notre approche globalement. Donc ça, c'était pour moi effectivement quelque chose qui était très dur, enfin pour l'équipe. Et ensuite, là, ça me concerne peut-être un peu plus. C'était le sujet plus politique, parce que on n'arrivait pas dans un contexte très vierge non plus. Dire qu'en face, il y a de l'ego à gérer. C'est un projet. Voilà, c'est la petite boîte Meilleurs Agents à l'époque. C'était, on peut dire petite par rapport au groupe, mais voilà, qu'on intègre. Pourquoi est-ce que c'est des Français qui vont faire la carte des prix en Allemagne? Pourquoi est-ce que c'est pas nous? Ils avaient déjà des solutions qu'ils faisaient, alors ils achetaient via des prestataires et autres, mais il y avait déjà des choses qui existaient. On n'arrivait pas en mode il y avait ce côté-là un peu politique aussi à gérer, qui fait grandir évidemment, mais qui est une complexité supplémentaire à gérer, plus le fait qu'on connaît pas le marché allemand. Et ça, voilà, ça c'est je suis pas du tout expert du marché allemand, je le serai jamais, et j'ai pas du tout cette prétention-là. Mais du coup, comment on se fait aider? Comment on se fait aider aussi dans ce contexte? Et c'est là où dans le format commando que j'ai détaillé, on avait une fois par semaine une synchro avec des gens en Allemagne qui connaissaient le marché de l'immobilier, donc qui faisaient partie du groupe, et qui nous ont aidés aussi, mine de rien, à s'assurer qu'on racontait pas des conneries. Voilà, et ça, c'était important pour nous. Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe data chez Meilleurs Agents? Meilleurs Agents à vivre, du coup, globalement. Il y a un gros sujet en ce moment qui est, si on reste en France, qui est un sujet aussi européen et même mondial, c'est la rénovation énergétique, c'est la transition écologique. Le logement, c'est le premier secteur en France consommateur d'énergie, le deuxième secteur les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Donc l'État légifère autour de ça. Il y a des lois qui sont promulguées et qui impactent le marché du logement. Il y a une loi là qui fait pas mal de bruit en ce moment, qui s'appelle la loi climat et résilience, qui progressivement d'ici les 10 prochaines années va sortir du marché les passoires énergétiques qui sont sur le marché de la location. Donc une passoire énergétique, c'est les logements qui sont avec les DPE F ou G, c'est des logements qui consomment énormément d'énergie. Et donc globalement, l'idée c'est que d'ici 10 ans, déjà d'ici 4 ans, les F et G ne sont plus dans le marché, et d'ici 10 ans, c'est la note E. Donc en gros, il y a vraiment des enjeux majeurs de rénovation de nos bâtiments et de nos logements. Oui, j'ai dit qu'en introduction, c'est le secteur du bâtiment qui est le plus énergivore. Et le logement évidemment fait partie. Cette loi, elle a déjà des impacts sur le marché. C'est quoi ces impacts? C'est quoi ces impacts sur la valorisation des logements? Et on voit des choses aujourd'hui déjà très concrètes. Par exemple, une passoire énergétique aujourd'hui qui est mise sur le marché, on sait qu'il y a une décote. Et il y a une négociation qui est plus forte. Le DPE, tout le monde s'en fichait il y a encore 5 ans. Personne regardait ça quand ils achetaient un logement ou quand ils louaient un logement. Aujourd'hui, c'est devenu un critère fondamental. Et donc évidemment, ça joue sur la valorisation. Et donc nous, notre rôle, c'est d'accompagner ces changements sur le marché, ces changements structurels, et d'aider les gens en fait à prendre les bonnes décisions possibles. Est-ce que je dois rénover mon logement avant de le vendre? C'est quoi cette équation énergétique
économiques que je suis censé résoudre. Voilà, c'est ça les grands challenges pour nous. Et on a la chance d'être un peu au cœur de ce sujet parce qu'on travaille, on a eu la chance d'être invité à présenter les résultats des différentes études qu'on mène sur le sujet au ministère du Logement la semaine dernière là, où voilà, on mobilise encore une fois nos données, on les met à disposition du gouvernement pour les aider à prendre les bonnes décisions possibles et à piloter la politique publique sur la rénovation énergétique. Donc ouais, ça c'est des sujets assez passionnants et évidemment qui font sens compte tenu de l'actualité. Écoute, Thomas, on arrive sur les dernières questions. Là, c'est un peu ambiance question-réponse. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? DataGen, mais bien sûr. D'un point de vue data, je m'intéresse à des sujets autour de l'éthique de la data science et je recommande un livre que j'ai lu il y a assez longtemps déjà, mais qui fait encore pas mal d'écho aujourd'hui. C'est le livre de Cathy O'Neil sur les algorithmes qui sont des armes de destruction massive. Voilà, c'est assez intéressant de parcourir son livre qui prend différents pans de l'économie américaine et qui détaille comment est-ce que les algorithmes sont mal utilisés et créent beaucoup d'inégalités ou sont des menaces pour nos démocraties. Voilà, c'est des sujets évidemment encore pas mal d'actualité quand on lit toutes les différentes choses sur l'intelligence artificielle et ses dérives. Je pense que ça fait écho moi au rôle évidemment que de l'équipe et à notre posture évidemment sur le marché où on doit être, encore une fois, on ne doit pas raconter n'importe quoi sur le marché immobilier parce qu'il y a des enjeux qui sont derrière. Je pense que dans nos différents métiers, c'est vraiment crucial. Je connaissais pas. Écoute, je vais l'acheter. Je te ferai mon retour et puis je mettrai le lien également en description pour les auditeurs. Qu'est-ce que tu aimes dans la data ? Il y a ce côté très, on va dire, quanti. Voilà, j'ai fait des maths dans ma vie. Je pense comme beaucoup de gens qui passent sur ton podcast, mais voilà, c'est très factuel. Enfin, c'est des faits. Donc voilà, ça ment pas. Voilà, c'est d'être capable du coup de prendre ces décisions sur des choses qui sont mesurées, mesurables, mesurées, et du coup d'agir en fonction pour faire bouger du coup ces choses-là. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? J'ai eu la chance d'évoluer dans un contexte mouvant. Et en fait, l'organisation, voilà, ça fait 13 ans que je suis dans Meilleurs Agents maintenant depuis 3 ans dans le groupe Aviv. Je crois que l'organisation a changé tous les ans pratiquement. En fait, on s'est jamais vraiment reposé sur nos acquis et on a toujours challengé un peu notre organisation, la manière dont on bossait. Voilà, et je pense que ça, et d'une certaine manière, les personnes avec qui j'ai pu travailler, à la fois sur les différentes étapes de la boîte. Je pense évidemment aux fondateurs de Meilleurs Agents. Je pense ensuite à l'étape aussi Scale-up où il y a eu plein de personnes qui sont venues renforcer le comité de direction ou qui ont apporté énormément de choses. Et maintenant, même de rien, sur l'étape du groupe, qui est aussi en fait une autre dimension et d'autres choses sur lesquelles en fait tu progresses et qui sont hyper intéressantes. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Je le droit d'en dire 2 ou pas ? Ouais, allez, exceptionnellement. Les 2 conseils viennent de la même personne. Voilà, je sais pas s'il écoutera, mais c'est Sébastien qui était le président cofondateur de Meilleurs Agents. Le premier conseil qu'il m'a donné, qui fait toujours écho aujourd'hui, ça a été recrute toujours des gens qui sont meilleurs que toi. Et ça fait écho à ta dernière question là sur qu'est-ce qui t'a fait le plus progresser. Aujourd'hui, mon équipe directe, c'est 4 personnes. David, Youssef, Barbara et Pierre, que tu auras peut-être la chance de croiser, mais ils sont tous meilleurs que moi dans leur domaine. Et c'est un des succès, je pense, une des réussites de l'équipe, c'est ça. Et je pense que effectivement, en tant que manager, on peut avoir peur en fait de recruter des gens qui sont meilleurs que soi parce qu'en se disant ah putain il va prendre ma place etc. Mais en fait c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Et au contraire, moi ça me permet de faire d'autres métiers et ça me permet de faire autre chose sur lequel en fait je peux apporter une autre valeur. Donc voilà, recruter meilleur que soi. Alors ça s'applique dans mon contexte évidemment, mais ne pas avoir peur de ça, ouais, très très clairement. Et voilà, donc ça c'est plutôt pour la partie hard skills, on va dire, et pour la partie soft skills, toujours le même conseil du même Sébastien, c'est de jamais se prendre au sérieux. Et je pense que voilà, c'est bien aussi de rester léger et on peut traiter des sujets effectivement éminemment complexes, des algorithmes éminemment complexes et tout, mais voilà, si on n'est pas capable de les expliquer de manière très simple, voilà, je pense que c'est un bon conseil aussi, ouais, d'être capable de rester simple. Bah écoute, j'adore ce conseil, totalement en phase avec la mission que je me donne avec DataGen. Écoute Thomas, on va finir là-dessus. Merci beaucoup en tout cas d'être venu partager ton expérience sur le podcast. J'ai passé un super moment, je trouvais ça passionnant et je te dis à bientôt. À bientôt et merci pour ton invitation. Moi aussi j'ai passé un très bon moment avec toi.